avec Lise Michaud, mairesse de Mercier, dans la salle de réunion du conseil. Merci de nous recevoir ici, premièrement. Bien, c'est un plaisir. Est-ce que tu es originaire de Ville-Mercier? Non, moi, je ne suis pas originaire de Mercier. Je suis originaire du bas du fleuve, dans le Témiscouata. Et ça fait 28 ans que je reste à Mercier maintenant. Qu'est-ce qui t'a amené dans la ville ici? Mon conjoint. Ah, voilà. C'est une réponse classique qu'on entend souvent. Et à quel moment tu es tombée en amour avec cette ville-là? Qu'est-ce qui a fait en sorte que Mercier t'a appelé comme ça? Ça a été graduellement. J'ai eu mes enfants. Mes enfants sont allés à l'école. Donc, au fur et à mesure que les années ont avancé, je me suis de plus en plus impliquée au niveau de la ville. Et ça fait au moins une vingtaine d'années que je m'implique dans différents dossiers, autant en environnement que pour la structure de notre ville, conserver notre ville. Conserver l'autonomie de notre ville, parce que pour moi, Mercier, c'est une ville qui a une âme. Et pour moi, c'est important. Puis c'est pour ça que je reste à Mercier puis que je veux continuer à rester à Mercier. Est-ce qu'il y a eu un moment précis qui a fait en sorte de dire « je veux passer ma vie ici, je veux rester ici ». Est-ce qu'il y a eu un déclic? Ça s'est fait graduellement avec les enfants. Là, mes enfants sont allés à l'école ici et tout. Puis les gens de Mercier, comme je vous ai dit tantôt, la ville de Mercier a une âme. Puis moi, ça cadre bien dans mes valeurs, dans mes façons de faire. C'est une petite ville, mais en même temps assez grande pour s'offrir des beaux services puis garder une autonomie. C'est une ville qui est d'une grosseur suffisante pour devenir un leader dans la région par rapport aux autres municipalités qui sont autour. Donc, tout ça fait en sorte que j'adore Mercier. Qu'est-ce qui rend cette ville-là particulière au niveau du, le développement qu'il va y avoir dans les prochaines années, l'autoroute 30, tout ça? Comment est-ce que Mercier va pouvoir se démarquer des autres villes de la région? Par la qualité des gens qui s'y impliquent. Okay. Honnêtement, là, c'est ça qui va faire la différence parce que chaque ville a ses atouts. Au niveau infrastructure, au niveau positionnement et tout, qu'est-ce qui peut faire la différence que les gens vont rester ou ils vont venir s'établir à Mercier ou partir leur entreprise à Mercier? Je pense que c'est la valeur ajoutée du capital humain qu'il y a dans la ville de Mercier. Et c'est la base de tout, de toute bonne ville. Effectivement. Quand tu es arrivé en poste, si on prend ta vie à la maison, est-ce que ça change beaucoup une vie? Est-ce que ça chamboule une vie d'arriver à la mairie comme ça? Pas à peu près. Ah oui. On m'a déjà posé la question, comment je fais pour concilier travail-famille? J'ai toujours été très impliquée dans plein de choses. J'ai parti mon entreprise, j'ai fait des redémarrages d'entreprise, j'ai fait de la restructuration d'entreprise. Et je dois vous dire que j'ai toujours réussi à concilier travail-famille. Et l'aspect que cette fois-ci, j'ai pas encore réussi à mettre en place depuis 6 mois, c'est la conciliation travail-famille. C'est la première fois que tu te retrouves confrontée à ça. Oui. Il faut dire que ma position personnelle fait en sorte que je peux me le permettre. J'ai 3 enfants, j'en ai plus aucun à la maison. Je suis mamie de 6 petits-enfants. Okay. Donc, ça fait en sorte que mon attachement à la maison, oui, c'est important pour moi, mes petits-enfants puis mes enfants. Mais par contre, il n'y a personne qui manque de rien parce que je suis pas là. C'est ça. Donc, c'est ça. Fait que c'est ce qui me permet de pouvoir le faire puis pas avoir encore trouvé l'équilibre entre la famille et le travail. Mais je dois vous dire que je me donne un autre 6 mois, puis après ça, ça va être réglé. C'est sûr qu'on va avoir trouvé la solution. Avec ce que tu viens de me dire, j'imagine que tu n'es pas quelqu'un de très casanière. Pas vraiment. Pas beaucoup. Pas vraiment. Est-ce que tu as des moments, avec toute cette pression-là, est-ce que tu as des moments de détente? Comment est-ce que tu réussis à faire le vide un peu là, avec le rythme de la mairie qui n'arrête jamais, finalement? Oui, bien, dans le fond, c'est en retournant à mes racines, comme en fin de semaine passée, je suis allée dans ma famille. Je suis originaire d'une famille de 9 enfants dans le bas du fleuve. Et quand j'ai besoin de déconnecter, c'est dans cette région-là que je vais parce que de toute façon, le cellulaire ne rentre pas. Donc, voilà. C'est le meilleur moyen de déconnecter, c'est d'aller dans cette région-là. Bien, tous mes amis qui viennent du bas du fleuve, c'est exactement le même principe. Ils ont il y a un besoin de retourner là. Je pense que c'est Je pense pas que je retournerai jamais demeurer là, mais mes racines demeurent là quand même. Puis c'est un endroit où je vais me ressourcer souvent. Est-ce que le regard des gens change quand on accède à la mairie? Est-ce que dans l'entourage proche, puis dans les gens qu'on connaît moins, est-ce que tu as senti qu'il y avait une vision différente des gens au moment où tu es devenue la mairesse de Mercier? Pas au niveau de mon entourage, parce que les gens me connaissent bien. Je suis une fille très transparente et très volatile et très volubile. Donc, les gens qui me connaissent, qui me côtoient, me connaissent très bien. Et je suis pas différente de ce que j'étais avant. J'ai resté exactement la même. Pour les gens qui me connaissaient moins, peut-être qu'effectivement, de ce côté-là, les gens voient quelqu'un qui ne pensait pas être aussi dynamique que ça. Mais autre ça, non, j'ai pas vraiment...
Il n'y a pas vraiment eu de changement comme tel. Et avec ces gens-là qui te connaissent moins, est-ce qu'il a fallu que tu changes un peu ta façon d'être dans la vie quotidienne? Est-ce que le rôle de mairesse a fait en sorte qu'il y a une espèce de, je sais pas, un stress ou quoi que ce soit? Absolument Non, pas du tout. Absolument pas. Je suis comme un poisson dans l'eau. Fait que, non, moi, je ne subis pas de stress parce que je suis à la mairie de Mercier. Pour moi, c'était un passage normal dans ma vie que j'en arrive là. Fait que non, je ne subis pas de stress à ce niveau-là. Très bien. On va par contre se diriger vers un endroit où là, il y en a du stress. On va aller faire la deuxième partie d'entrevue qui est au bureau. On va se diriger à ton bureau si tu le veux bien. OK. Merci. Parfait. Merci. Alors, on est au bureau de la mairesse, le bureau officiel, là où les décisions se prennent, là où les rencontres se font. Qu'est-ce qui a fait en sorte, Lise, que le déclic politique s'est fait quand? À quel moment la politique s'est installée en toi? Est-ce que ça date depuis que tu es toute jeune ou si c'est arrivé un peu plus tard? Je dirais l'expression, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Mon père a été conseiller municipal dans notre petite paroisse où je demeurais pendant 18 ans. Fait que c'est sûr qu'à la base, ça part de là. Et ensuite, quand je suis arrivée à Mercier, j'ai commencé à m'impliquer dans différents dossiers, dont la contamination des lagunes à Mercier. En 1993-94, le BAP est venu et j'ai commencé à m'impliquer là vraiment sérieusement dans des dossiers. Et à la suite, j'ai jamais arrêté. J'ai fait partie de différents comités de citoyens. Autant environnementaux qu'au niveau politique, pour conserver l'autonomie de notre ville en évitant l'abolition de notre service d'incendie, par exemple. Donc, c'est un peu comme ça. Ça fait 20 ans, finalement, que je suis les dossiers, différents dossiers dans la ville. Tu fais référence à l'environnement. Est-ce que c'est un des sujets qui te préoccupe le plus? Effectivement, parce qu'il n'est pas question que je reste les bras croisés pour léguer un tel héritage à mes petits-enfants puis aux générations à venir, c'est-à-dire la contamination des lagunes, qui est une des plus grosses catastrophes environnementales en Amérique du Nord. Et on l'a à Mercier. C'est un dossier qui est extrêmement négatif pour nous. Et j'ai toujours comme principe que quand il y a un dossier qui est négatif, il faut trouver une façon de l'amener positif. Et la seule façon que j'ai trouvé d'apporter ce dossier-là de façon positive, c'est de devenir une vitrine au niveau mondial sur la recherche pour qu'un jour, on ait une façon de décontaminer des sites comme celui que nous avons à Mercier. Et pour y arriver, ça va nous prendre un pied à terre pour un centre de recherche avec des chercheurs au niveau mondial. On a déjà une 60aine de chercheurs qui sont regroupés, qui sont prêts à venir travailler sur le dossier des lagunes de Mercier. Quand je vous dis, ça fait 20 ans que je suis le dossier, j'ai été présidente de différents comités et ça fait en sorte que tout ce travail-là est déjà fait. Donc, il manquait juste le volet politique de la chose pour qu'on puisse finalement mettre en marche ce volet-là. Et je pense sérieusement qu'avec M. Moreau, on va réussir, la ville de Mercier, avec M. Moreau et les autres villes de la région, à mettre finalement quelque chose en place. Et on va arrêter de se battre en cours, puis que ce soit juste les avocats et les experts qui gagnent au niveau de ce dossier-là. Ça fait 45 ans que c'est un dossier judiciarisé. Il est temps qu'on arrête de donner de l'argent aux avocats puis qu'on commence à s'occuper de la victime. Et la victime, c'est nos terres, c'est notre région, c'est notre population. Et il n'est pas question que je laisse ça comme héritage à mes enfants sans avoir rien fait. Pour ceux qui seraient moins familiers, qu'est-ce qui a causé cette contamination-là de la nappe phréatique? C'est en 1968, le gouvernement du Québec a donné l'autorisation à la compagnie LaSalle Oil de Ville-LaSalle de venir déverser des huiles usées dans les lagunes de Mercier, supposément que ça faisait un beau bol parce que le fond est en tille et ça devait être imperméable. Et finalement, ce qu'ils ne savaient pas dans les années 60, c'est qu'il y avait une fenêtre. Et les produits pétroliers sont rentrés en contact avec le roc fracturé et la nappe phréatique. Ce qui fait en sorte que notre région, nous avons 4 villes dans la région. Il y a Mercier, Saint-Isidore, Sainte-Martine et Saint-Urbain, on ne peut plus utiliser notre nappe phréatique pour une bonne partie. Donc, on doit acheter notre eau par la ville de Châteauguay et ça a été imposé par un décret ministériel. Okay. Pour qu'on puisse avoir de l'eau potable, parce que la plus grosse nappe phréatique au Québec est ici, sous notre sous-sol, et elle est contaminée par cette lagune. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est inadmissible, puis on ne peut pas laisser ça aller comme ça.
J'imagine, et pour des raisons environnementales, et j'imagine que ça doit coûter aussi plus cher de ne pas avoir sa source d'eau potable. Évidemment, il y a plein d'autres aspects qui se rattachent à ça, dont le coût des infrastructures, de la tuyauterie. Maintenant, tout est désuet, tout est terminé. On doit refaire cette tuyauterie-là. À l'époque, le gouvernement a subventionné 80 de l'installation de ces infrastructures-là. Mais aujourd'hui, on n'a pas plus accès à de subventions que les autres municipalités au Québec. C'est tout à fait inadmissible. Mais ceci étant dit, maintenant que ça, c'est fait, moi, je me dis... Il y a deux volets. La meilleure situation, c'est que ça ne se serait jamais passé à Mercier. Maintenant que c'est là, comment on fait pour l'amener de façon positive et éviter de léguer ça comme génération aux générations à venir? Et comme vous dites, si les infrastructures sont désuètes, c'est peut-être une bonne occasion de faire un peu tout ça en même temps. Est-ce que c'est réalisable de penser qu'on peut améliorer les infrastructures en même temps qu'on décontamine, ou est-ce que la décontamination se ferait sur... C'est sûr que pour les infrastructures, on n'a pas le choix. On va devoir on va devoir s'y attaquer, c'est évident. Et de ce côté-là, on a une super de bonne oreille au niveau de M. Moreau, qui est député, puis qui est maintenant le ministre des Affaires municipales. J'ai déjà une rencontre de prévue avec M. Moreau, et ça, c'est un des sujets qu'on va discuter, évidemment. Mais parallèlement à ça, la technologie pour faire la décontamination actuellement n'existe pas d'un site comme on a à Mercier. Et c'est pour ça qu'on doit faire des recherches et que les chercheurs au niveau mondial sont intéressés à venir faire des recherches sur le site de Mercier. Donc, c'est à ça, je pense, qu'il faut qu'on s'applique et qu'on s'attarde dans les années à venir. S'il y a de l'intérêt de la part des scientifiques, s'il y a de l'intérêt politique et environnemental, j'imagine que ça va finir par se faire. Du moins, je le souhaite. Outre ça, c'est quoi les défis pour la Ville de Mercier dans les prochaines années? Bien, nous, à la Ville de Mercier, on a eu l'héritage, si on veut, ou la chance ou la malchance de faire partie du CMM. C'est sûr qu'il y a plein d'avantages. On est près de Montréal, c'est sûr que c'est un avantage, mais parallèlement à ça, étant donné qu'on fait partie de la communauté métropolitaine de Montréal, Mercier n'en fait partie, Sainte-Martine n'en font pas partie. Et je trouve ça, il y a tellement de choses que ça nous coûte extrêmement cher en tant que petite ville. C'est ça doit être plus difficile pour une ville un peu plus petite de faire partie de cette amalgame-là. Absolument. Là, je vais juste vous donner l'exemple de la police. Ici, à Mercier, 85 de notre territoire est agricole et c'est presque 100 résidentiel pour ce qui est du reste. On a un petit peu de commercial, on n'a pas d'industriel, mais on se doit, parce qu'on fait partie du CMM, d'avoir un service de police niveau 2. Il y a un coût qui se rattache à ça. Et c'est épouvantable qu'on soit obligé de payer des coûts astronomiques à ce niveau-là, alors que c'est des champs de blé d'Inde qu'on a, là. On n'a pas besoin de ce service-là. Et nous, ce qu'on veut en tant que ville, c'est de pouvoir bénéficier des services de la Sûreté du Québec, qui sont déjà subventionnés à même nos impôts. Et parce qu'on fait partie du CMM, ils ne veulent pas nous donner... Bien, à date, ils n'ont jamais voulu. Ceci étant dit, ça, c'est l'autre dossier que je vais adresser à très court terme, parce qu'il y a d'autres municipalités dans le CMM qui, eux, ont eu la possibilité d'utiliser le service de la Sûreté du Québec. Fait qu'il y a des injustices, des inéquités qui se sont créées, et puis je suis en train de travailler actuellement sur ce dossier-là. Et ceci étant dit, c'est pas parce que on tire pas sur la ville de Châteauguay, là. Eux, ils ont la même obligation, les mêmes obligations que nous pour une ville de moins de 50 000 de population. C'est pas plus inadmissible pour eux, c'est pas plus acceptable pour eux d'être obligés d'offrir un service niveau 2 sans avoir l'aide du gouvernement du Québec. C'est inacceptable autant pour eux que pour nous. Fait qu'on va se faire un regroupement quelconque, puis on va aller dénoncer parce que c'est inadmissible. Là. Il y a aussi l'Union des municipalités du Québec qui est pour parler pour son livre blanc des municipalités qui veulent améliorer beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer au niveau entre les municipalités et le gouvernement provincial. De ce que j'en retire avec les maires et mairesses que j'ai rencontrés, le travail semble être difficile des fois au niveau du travail avec le gouvernement provincial. On entendait dans une autre émission M. Hainaut dire au gouvernement provincial « tassez-vous quand les projets sont prêts à arriver à terme ». Des fois, on est bloqué. Est-ce qu'à date, vous avez eu cette problématique-là? Bien, absolument. Ne serait-ce que pour du développement économique.
À Mercier, on est presque à saturation au niveau de notre développement sur notre territoire. On est 85 agricole. On vit très bien avec ça. Mais ceci étant dit, on a un bout de terrain qui longe l'autoroute 30 où là, ça serait une artère vraiment critique pour faire un super de beau développement, peu importe quel est le développement là. Jadis, c'était un centre d'achat. Moi, je suis pas là pour dire que ça nous prend un centre d'achat. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça nous prend un endroit qui est cet endroit-là, qui n'est pas en agriculture actuellement, qui est un terrain en friche depuis plus de 50 ans. Et ce qu'on dit au gouvernement, c'est oui, on va conserver notre activité agricole majoritairement, comme c'est le cas actuellement, on en est fiers, mais permettez-nous d'aller chercher une source de revenus commerciale qui va nous permettre de garder un niveau de taxes assez bas avec des qualités de service que les citoyens sont en droit d'avoir. Et d'autant plus parce qu'on fait partie de la communauté métropolitaine de Montréal où on a des coûts astronomiques que la petite ville à côté n'a pas. Fait qu'on est vraiment désavantagé par rapport à toutes les autres villes qui ne font pas partie du CMR. Étant donné que vous êtes juste sur la limite, c'est facile de voir de l'autre côté, chez le voisin, les problèmes que ça vous occasionne. C'est facile à voir pour nous en tant qu'administration, mais c'est aussi facile de voir pour les gens qui veulent venir investir au niveau résidentiel, commercial, industriel, quand ils voient qu'à quelques kilomètres plus loin, il y a plein d'avantages fiscaux qui ont à aller s'installer à cet endroit-là plutôt que de le faire chez nous. On va faire 10 minutes de plus de voiture. Exactement, exactement. Fait que le gouvernement a une part de responsabilité, c'est évident. Et ma consolation, c'est que nous avons M. Moreau qui, lui, a vraiment une super de belle ouverture pour venir nous aider à ce niveau-là. Bien, ayant un député qui est responsable des municipalités dans un gouvernement majoritaire, dans le contexte actuel, on dirait que les planètes sont alignées. Ça devrait se faire. C'est ça. On le sait, le rôle de maire et mairesse a été éclaboussé beaucoup, principalement dans la dernière année. Est-ce que tu as senti que c'était difficile d'arriver dans un contexte comme ça? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il faut plus vérifier? Est-ce qu'il faut être plus transparent? Est-ce qu'il faut faire plus attention à ce qu'on fait à cause du contexte politique actuel? Ça doit dépendre des personnes. De mon côté, je te dirais que ça fait pas de différence parce que ce soit arrivé ou pas, je suis comme ça dans la vie. Je suis transparente, je suis dynamique, je suis une personne qui, quand je prends un dossier, je vais l'éplucher de A à Z avant de prendre une décision, avant de faire une recommandation. J'ai toujours été comme ça dans tous les aspects de ma vie où je me suis impliquée. Donc, ça fait pas de différence pour moi. C'est l'honnêteté, la transparence, la diligence, tout ça pour moi, c'est puis communiquer, puis être à l'écoute des gens. N'importe quand quelqu'un veut me rencontrer, il appelle mon adjoint, il n'a même pas besoin de venir me voir, me dire un tel veut vous rencontrer. Tu regardes mon agenda sur le book. C'est l'accessibilité. Et de la part des gens, est-ce que tu sens qu'au sein de la population, les gens sont plus sceptiques ou du moins ont plus une réticence à venir vouloir faire affaire avec la mairie, avec tout ce qui a rapport? Est-ce que honnêtement, le cynisme, est-ce qu'il s'est installé finalement? Non, pas. Moi, je ne l'ai pas vu. Okay. Moi, je ne l'ai pas vu, ce sinistre-là. C'est sûr que dans mon porte-à-porte, quand j'ai fait la campagne électorale, certaines personnes disaient « Ah, c'est tous du pareil au même ». Puis moi, ce que je leur répondais, c'est « Donnez-moi la chance de vous prouver que c'est possible de faire différent ». Nous sommes maintenant avec M. Daniel Melançon, le directeur de la Maison des Jeunes Mercier-Roi. Merci de nous recevoir dans vos locaux ici aujourd'hui. Merci de nous voir. Est-ce que ça fait longtemps que la Maison des Jeunes ici, elle existe à Mercier? En fait, elle va célébrer son 10e anniversaire de fondation en janvier prochain. Donc, on approche 10 ans. On va d'ailleurs souligner ça par des célébrations de septembre à janvier. Donc, 10 ans déjà. Et est-ce que tu as été là dès le début de la Maison des Jeunes? Ça fait combien de temps que tu en es le directeur? En fait, le directeur, ça fait un peu plus d'1 an. J'ai été ici dans les premières années comme travailleur de milieu. Je travaillais sur le terrain dans les parcs avec les jeunes. J'ai été sur le conseil d'administration. J'ai même présidé le conseil d'administration dans les premières années. J'ai quitté et je suis de retour là, depuis 1 an à la direction. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous êtes revenu? En fait, j'ai quitté, j'habitais à l'extérieur de la région, j'étais à Québec et je souhaitais revenir dans la région ici. Donc, ça coïncidait avec le déménagement, le poste s'ouvrait et c'était un petit peu comme mon 2e chez moi ici. Donc, j'ai vu l'opportunité, j'en ai profité.
Et vous, Mme Michaud, qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a été votre coup de cœur? On en a parlé un peu plus tôt, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez choisi la Maison des Jeunes pour que monsieur l'entende? Ben, c'est assez simple. C'est le capital humain, c'est les valeurs humaines que les gens véhiculent à partir de la Maison des Jeunes. Monsieur Melançon, il y avait aussi Monsieur Boucher qui était là avant. Et je trouve que nos jeunes, c'est une génération qu'il faut qu'on s'en occupe, évidemment. Puis ils le font de façon admirable et je trouvais que ça valait la peine de venir le souligner ici aujourd'hui puis vous dire merci. Merci pour le travail que vous faites. Et ceci étant dit, je suis ici pour la Maison des Jeunes, évidemment, parce qu'ils font un beau travail, mais comme je vous ai dit tantôt, c'est au niveau de tout le capital humain qu'on retrouve dans la ville de Mercier. Toutes les générations sont vraiment importantes pour la ville, constituent le noyau de la ville et c'est important de le souligner. Pour moi, mon coup de cœur, c'est ça. C'est l'appartenance, le sentiment d'appartenance que les citoyens de Mercier ont pour leur ville et ils s'impliquent de façon bénévole. Et au niveau de la Maison des Jeunes, il y a beaucoup de bénévoles, il y a un beau conseil d'administration qui est formé et je vous dirais, Daniel est un employé de la Maison des Jeunes, mais au-delà de ça, c'est un très grand bénévole parce qu'on ne serait jamais capable de payer en tant que ville ou en tant qu'organisme, tous les heures que Daniel met dans cette maison-là. Et ça, je trouve ça, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Fait que merci beaucoup. C'est assez admirable. Et c'est généralement ce qu'on voit dans le milieu communautaire, dans le milieu des maisons des jeunes. Et c'est tout le temps, moi, je suis tout le temps impressionné par des personnes comme vous, finalement. Qu'est-ce qu'on y fait à la Maison des Jeunes? C'est quoi les activités que vous proposez? C'est très large. Notre mandat, à la base, c'est de développer chez les adolescents des qualités qui vont faire d'eux des citoyens actifs, responsables et critiques. Donc, à la base, on veut développer, pas juste leur offrir des activités de loisirs, mais aussi leur offrir des ateliers d'intervention qui vont leur permettre de développer vraiment un sens critique, l'esprit démocratique, l'esprit à la vie démocratique, la participation active citoyenne, dans le fond. C'est ce qu'on souhaite développer chez les jeunes. On le fait à travers des activités de loisirs, bien sûr, des jeux, des activités plus ludiques, mais aussi à travers des ateliers d'intervention qui touchent toutes sortes d'enjeux, de problématiques. Et on participe avec eux à beaucoup de débats, de discussions sur des enjeux sociaux, sur la vie démocratique. Et on leur permet aussi de se développer à travers la réalisation de projets. Entre autres, cette année particulièrement, nos jeunes ont travaillé pendant toute l'année à la réalisation, à la confection d'une pièce de théâtre qui touche des enjeux liés à l'intimidation, au suicide, à l'homosexualité. Donc, des thématiques qui les touchaient. Qui sont d'actualité. Qui sont d'actualité, qu'ils ont développées dans une pièce de théâtre qu'on va jouer d'ailleurs pour la première fois dans le cadre de la Semaine de la famille de Ville-Mercier au mois de mai. Alors, et c'est une pièce de théâtre par la suite qu'on souhaite déplacer dans les écoles, dans les différents organismes de la région pour sensibiliser autant les adultes que les adolescents aux ressources qui sont disponibles pour les jeunes. Donc, c'est les projets avec lesquels les jeunes travaillent. Ce projet-là est en train d'éclore, c'est-à-dire que la pièce est prête à être jouée, qu'on se lance déjà dans un autre projet, toujours en collaboration avec la ville, c'est-à-dire que cet été, on va voir à la plantation, à l'entretien de toutes les fleurs qui sont sur les terrains appartenant à la ville. Donc, on a une entente avec la ville qui va nous permettre d'installer tout ce qui est fleurs et projets d'horticulture pour la ville qu'on va non seulement planter, mais entretenir tout au long de l'été. Fait que c'est par le développement de projets d'envergure comme ceux-là qu'on développe chez les jeunes, là, les qualités de citoyens engagés. Et sur 10 ans, j'imagine que vous avez eu la chance de voir les premiers jeunes que vous avez côtoyés. J'imagine que vous avez dû les voir évoluer. Est-ce que vous avez pu constater le fruit les résultats du travail que vous avez fait? Tout à fait. On en a eu qui ont passé comme employés ici, comme intervenants, qui sont venus travailler. Maintenant, on les voit qui commencent à sortir de l'université, qui commencent à travailler dans plusieurs auprès des jeunes dans différentes écoles. Donc, on trouve ça toujours le fun. Ils reviennent nous voir. On les a comme bénévoles dans différents événements, entre autres. À la fête nationale, plusieurs reviennent parce qu'ils ont développé le bénévolat à la Maison des Jeunes puis ils souhaitent continuer comme adultes maintenant. C'est bien plaisant. Et à quel point est-ce que c'est important de soutenir les jeunes dans une ville comme la ville de Mercier ou dans n'importe quelle ville? Moi, je vous dirais qu'en tant qu'élu, ce que je trouve le plus facile de venir encourager une Maison des Jeunes comme à Mercier, c'est qu'ils sont là, présents, et ils répondent oui. Ils ne font pas juste demander des subventions pour demander des subventions. Ils s'impliquent, il y a du jus de bras, il y a de la volonté, il y a de l'organisation, et ça, c'est notre base de jeunes qui vont devenir des jeunes responsables et qui vont vouloir continuer à s'impliquer dans la société. Et quand on voit ça, on ne peut pas faire autrement que de dire oui, parce qu'eux sont présents, il faut qu'on soit présents nous aussi. Et ça, c'est une décision tellement facile pour moi de venir les soutenir du meilleur qu'on peut.
Puis des projets, comme il parlait tantôt, pour la plantation des arbres. Quand j'ai eu l'idée, le conseiller municipal en charge a contacté M. Melançon et la réponse a été oui. Fait que c'est le fun de voir que quand on s'implique, quand les gens veulent s'impliquer, il faut les encourager et il faut être derrière eux et avec eux et à côté d'eux pour pouvoir les aider à atteindre leur objectif. Autant la fête nationale, c'est sûr qu'au niveau du conseil de ville, en tout cas, moi, je peux pas parler pour moi, je vais être bénévole avec eux dans le parc, là, c'est certain. Fait que faut être présent quand ces jeunes-là veulent s'impliquer, quand ces jeunes-là veulent faire la différence dans la vie des autres. C'est tellement un bel exemple qu'il faut être là. Et j'imagine qu'avec le développement de la ville, avec l'autoroute 30, avec tout ce qui s'en vient, ça va être important dans les prochaines années d'avoir des citoyens qui sont allumés, qui sont responsables, parce que si ça se développe et que les gens sont pas à l'affût de ce qui se passe autour, ça peut mal se développer. J'imagine que c'est important aussi de vouloir former des citoyens responsables. Oui, puis quand on se permet de les écouter, il sort des idées de ces gens-là, de ces jeunes-là, qui sont innovatrices, à laquelle nous, on n'avait pas pensé, et eux, ils pensent. Et c'est des projets qui deviennent vraiment porteurs pour une région. Et je suis convaincue qu'avec la Maison des Jeunes de Mercier, on va y arriver de façon très admirable. En terminant, M. Melançon, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Maison des Jeunes? Là, on va fêter les 10 ans. Dans 10 ans, où est-ce que vous voyez la Maison des Jeunes? Comment vous la voyez? C'est une excellente question. On a beaucoup d'idées, beaucoup de plans. On veut continuer à développer des projets d'envergure semblables à la Fête nationale, la pièce de théâtre, la plantation des arbres. C'est ce qu'on souhaite. Dans 10 ans, évidemment, puis ça, Mme Michaud le sait, on souhaite pouvoir offrir un petit peu plus d'espace aux jeunes qu'on reçoit. La fréquentation augmente et ce qu'on souhaite surtout, c'est développer dans la municipalité des adolescents dynamiques, impliqués, et on souhaite qu'il y ait de plus en plus d'activités pour les jeunes, mais surtout par les jeunes. Et c'est ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est-à-dire d'impliquer les jeunes dans chaque développement, dans chacun des projets soutenus par l'organisme. Et ultimement, ce qu'on souhaite et ce qu'on veut, c'est de voir des activités voir le jour de l'idée des jeunes et montées par les jeunes. Et c'est le travail qu'on poursuit avec eux autres. Et on va vous souhaiter la meilleure des chances dans ces projets-là et je pense que vous allez avoir un bon soutien de la part de l'organisation de la ville parce que je pense que le projet est vraiment bien. En fait, il n'y a que du positif. Je veux le souligner, c'est clair que la ville, c'est le partenaire principal, la Maison des Jeunes. Historiquement, nous sommes nés de la volonté du conseil de ville et on a toujours insisté sur l'importance d'avoir un bon contact avec la ville. Et pour parler à beaucoup de collègues d'autres municipalités, on est chanceux. Mercier soutient effectivement très bien sa Maison des Jeunes et a compris que soutenir sa jeunesse, c'était gagnant pour une municipalité. Alors ça, on est très fiers de ça. C'est un investissement et non une dépense. Et voilà, quelle belle conclusion pour cette émission. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci Mme Michaud pour l'entrevue, la journée aujourd'hui. C'est un plaisir, merci à vous. Et merci à tous les spectateurs. C'était notre dernière émission de la saison de Coup de cœur. Alors on se revoit la saison prochaine avec de nouveaux politiciens, de nouveaux visages, de nouvelles histoires à vous raconter. Au revoir.